Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Bonjour Garland Nixon, ici, je ne sais pas si vous avez vu mes commentaires. Je passe du temps avec Scott Ritter et nous avons beaucoup à discuter. Bien sûr, nous vous dirons où vous pouvez trouver tout ce qui concerne Scott Ritter à un moment donné sur scottritter.com. Beaucoup de choses se passent avec Scott. Il est toujours occupé. Il a 1 ou 2 projets en cours, la plupart disons plutôt ceci, 1 ou 10 projets en cours la plupart du temps. Un homme très occupé. Nous avons donc de la chance qu'il prenne du temps chaque semaine pour passer du temps avec nous quand il le peut. Commençons. Tu sais, Scott, nous commencerons par l'Iran. Et tu sais, quand tu attaques un pays, tout d'abord, comme tu le sais, qu'est-ce que c'est? Si tu vas attaquer un ennemi retranché, j'ai toujours entendu dire qu'il te faut au moins un rapport de 3 contre 1 pour attaquer à nouveau. Tu sais, 3 fois la force qu'ils ont s'ils sont retranchés, n'est-ce pas? Et il y a diverses personnes qui voient cela de différentes manières. Mais tu as besoin d'un avantage écrasant lorsque tu attaques quelqu'un qui est retranché. Mais si tu attaques quelqu'un qui a planifié depuis 25 ans ton attaque, n'est-ce pas? Même si tu as un avantage et qu'il a apparemment des amis qui disent, tu sais que c'est dans leur intérêt d'aider, qui ont peut-être fourni des éléments techniques, des cibles et toutes ces sortes de choses, ça va mal tourner, vraiment mal. Je ne dis pas que les États-Unis seront vaincus. Je ne dis pas qu'ils ne le seront pas. Je dis simplement que si tu attaques l'Iran, cela va probablement très mal tourner, très rapidement, n'est-ce pas? Ça pourrait. Mais regarde le Venezuela. Tu sais, on nous a dit que des millions de miliciens allaient se déverser dans les rues. Maduro avait le soutien. La CIA est entrée là-bas et a acheté tout le monde, y compris le président actuel. Elle appartient aux États-Unis. Nous reconnaissons que nous la possédons. Elle s'est vendue. Tout le monde a trahi. Et donc nous sommes entrés là-bas et avons fait une petite démonstration. Et maintenant, nous possédons le Venezuela. Je veux dire, le Venezuela. L'Amérique vend du pétrole vénézuélien à la Chine, tu sais, parce que la Chine n'a pas d'autre choix que de construire une raffinerie de 9 milliards de dollars, spécifiquement adaptée au pétrole vénézuélien. Et donc, jeter 9 milliards de dollars ou acheter le pétrole aux États-Unis, j'en parle parce que, tu sais, les États-Unis est très rusé. La CIA est très astucieuse. Je ne les soutiens pas, mais ils sont très astucieux. Notre armée est très compétente. Encore une fois, je tiens à souligner que l'installation souterraine d'enrichissement d'uranium de Firdos a été construite au milieu d'une montagne. La pensée traditionnelle était que tu ne pouvais pas faire s'effondrer cela avec une bombe nucléaire. Je veux dire, il faudrait un impact direct avec une bombe nucléaire pour y parvenir. Les États-Unis ont passé plus d'une décennie en consacrant des ressources à examiner minutieusement les conduits de ventilation et ont planifié une frappe. Et nous avions la capacité de placer des avions au-dessus de la cible, de larguer des bombes et de toucher le conduit, non pas une fois, mais 2 fois, causant apparemment des dégâts. Je ne l'avais pas vu venir. C'est la raison pour laquelle j'en parle. Et, par exemple, lorsque nous avons eu les manifestations, quand les États-Unis, encore une fois, Scott Besson admet que nous avons effondré la monnaie iranienne. Nous, les États-Unis, avons effondré la monnaie iranienne. Ne prétendez pas que nous ne sommes pas forts. Nous avons effondré leur monnaie et obtenu le résultat que nous voulions. Les gens dans les rues manifestent. C'était une mise en scène. Ils ne manifestaient pas violemment, mais nous avons suffisamment étudié l'Iran pour savoir que certains stimuli provoquent certaines réactions. Et le Mossad, avec la CIA, a passé des décennies à construire, ces cellules d'agitateurs. Et pour vous donner un exemple de la durée de leurs actions, vous savez, il y a des professeurs dans les universités de Téhéran qui ont fui l'Iran pour une bonne raison. Car s'ils étaient restés, ils seraient morts, parce qu'ils étaient ceux qui recevaient des instructions des Israéliens. Ce sont eux qui ont été recrutés par les Israéliens il y a une décennie lors d'une conférence académique à Vienne où un universitaire iranien, tu sais, est allé à cette conférence, a rencontré, et ensuite les Israéliens ont fait ce que font les Israéliens. Ils ont trouvé son point faible, l'ont fait boire, ont pris des photos compromettantes, puis l'ont confronté au fait que s'il rentrait, il était fichu. Donc, il a commencé à travailler pour eux, à recevoir des instructions, puis il recrutait des réseaux, il identifiait des étudiants, il envoyait des étudiants à l'étranger pour qu'ils soient recrutés, il assurait la transmission des informations. Cela dure depuis des décennies. Et ils ont construit ces réseaux qui étaient capables de se soulever sur commande, dirigés en utilisant les communications Starlink,
pour mener des actes de violence destinés à faire quoi? Les actes de violence n'étaient pas conçus en soi pour faire s'effondrer le régime. Ils étaient conçus pour accomplir deux choses. Premièrement, guerre de l'information ici aux États-Unis et à l'étranger, pour créer la perception que cette dictature brutale des ayatollahs assassinait des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Iraniens. Brutal. Nous devons intervenir, créer la justification morale pour l'intervention. Et vous et moi savons tous les deux que c'est des conneries, mais la réalité est une campagne de propagande très, très réussie. Et il y a des Américains qui croient que, vous savez, les Iraniens massacrent des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Très efficace. Donc, si vous voulez convaincre le peuple américain de la justification pour aller en guerre, il s'en sortait bien. Mais ensuite, la question suivante est, pourquoi d'autres feraient-ils cela? Vous avez mentionné l'Iran se fortifiant. Absolument, il faisait cela. Mais, vous savez, encore une fois, Ferdows, caverne souterraine, intégrée, conçue pour faire des choses, et nous avons trouvé le conduit de ventilation. Et nous avons lâché 2 bombes dessus. Et c'est la fin de Firuz. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces manifestations, la violence? Les Iraniens ont répondu. Ils ont répondu en mobilisant le Basij, en mobilisant les forces de sécurité. Ils ont répondu en communiquant. Et nous avons collecté tous ces renseignements. C'est ce que la CIA et le Mossad font. Ils ont secoué l'arbre et ils ont collecté les renseignements. Et ils ont fait d'autres choses aussi. Par exemple, ils ont menacé d'attaquer l'Iran. Alors, qu'est-ce que l'Iran fait? Ils réagissent. Ils dispersent leur gouvernement. Ils vont sous terre. Ils révèlent des cibles. Ils révèlent tout un tas de choses. Beaucoup de données ont été collectées. Et maintenant, des gens très intelligents, des gens malveillants, mais très intelligents, qui ont étudié l'Iran comme leur poche, qui ont été assez malins pour avoir des réseaux d'agents. Souvenez-vous de juin, les drones. Vous savez, les Israéliens ont recruté des centaines d'opérateurs qui ont construit des usines secrètes de drones en Iran et ils circulent dans des camions, lancent des drones, font exploser des choses. Je veux dire, c'est ainsi que ces gars-là, les mêmes qui ont créé une entreprise de façade pour fabriquer des pagés qui ont atteint le Hezbollah et éliminé le leadership intermédiaire du Hezbollah. C'est ce qu'ils font. Des gens très astucieux, ils comprennent l'Iran. Et donc la raison pour laquelle j'en parle est que une attaque conventionnelle, oui, vous avez raison. Si nous sommes des forces de niveau pair, nous en regardons 3. Regardez ce que nous avons dû faire contre l'Irak dans la tempête du désert. Je veux dire, si nous parlons de 2 groupes de combat aéronaval qui arrivent, Abraham Lincoln et George W. Bush. Nous avons amené 6 groupes de combat aéronaval en guerre dans la tempête du désert et nous avions plusieurs escadrons de combat aériens déployés, des milliers d'avions. Nous avons seulement, vous savez, des dizaines d'avions dans la région. Nous n'en avons pas des milliers. Nous n'avons pas construit. Vous savez, donc nous n'avons pas la même capacité de frappe conventionnelle que nous avions pour la tempête du désert, et l'Iran est 4 fois plus grand que l'Irak, bien enfoui. Donc, je pense que c'est une erreur de dire que cela va être une force conventionnelle contre une force conventionnelle. Les Israéliens ont déjà essayé cela et ont perdu. Leur attaque surprise, en juin, censée décapiter. Les Iraniens se sont rétablis, ont bombardé Israël avec des missiles balistiques, ce qui a poussé le major général Netanyahou à décrocher le téléphone et appeler pour demander un cessez-le-feu. Nous n'allons pas refaire cela. Nous ne pouvons pas. Ça ne marchera pas et nous en connaissons les conséquences. Si nous attaquons l'Iran, et actuellement je ne pense pas que nous le ferons, mais si nous le faisons, ce sera une opération guidée par les renseignements, où nous allons entrer avec des ensembles de frappes très ciblées, conçus pour obtenir des résultats disproportionnés. Nous allons envisager de faire s'effondrer le régime de l'intérieur. Nous allons être, j'imagine. Encore une fois, si j'étais les Iraniens, laissez-moi juste vous le lire très attentivement, les gars. Les Israéliens ont déjà recruté, ont profité de vos politiques d'immigration pour recruter un vaste réseau de personnes qui ont construit des usines secrètes de drones. Ils ont fait cela sous votre surveillance. Ils ont infiltré vos institutions académiques, vos institutions scientifiques pour exploiter votre interaction avec le monde afin de recruter des personnes pour venir qui ont ensuite empoisonné vos citoyens. Vous savez cela, Iran. Vous savez qui vous avez arrêté. Vous savez avec qui les communications sont établies. Vous avez les détails biographiques de toutes les personnes qui travaillaient main dans la main avec les Israéliens. Vous êtes au courant de ce réseau universitaire. Et je suis là pour vous dire qu'il y en a un autre. C'est le réseau gouvernemental. D'accord ? Israël a pénétré le commandement de votre garde révolutionnaire. Ils ont pénétré votre gouvernement. Pas jusqu'au sommet, mais suffisamment pour qu'ils aient des informations de renseignement. Ils ne vont pas agir à moins d'avoir du concret. Comment savent-ils où bombarder votre président Iran? Parce que les gens ont tendance à oublier qu'Israël a essayé de tuer le président iranien. Ils ont bombardé l'endroit où il se trouvait, et c'est seulement parce qu'ils ont fait s'effondrer un côté qu'il a pu s'échapper par la fenêtre, blessé. Israël a bombardé l'Iran, a essayé de tuer le président iranien, a failli le tuer, l'a blessé, il n'a échappé que par une fenêtre en rampant. Comment ont-ils obtenu cette information? Il y a un problème.
Le Mossad et la CIA ont travaillé très dur au cours des dernières décennies pour pénétrer l'Iran et ils ne dévoilent pas toutes leurs couches. Si nous attaquons l'Iran, ce sera une opération de frappe sur mesure conçue pour utiliser toutes ces informations de renseignement pour décapiter, empêcher la communication et faciliter le soulèvement de la prochaine vague d'agitateurs, ce qu'ils n'ont pas fait. Les Israéliens et les Américains travaillent en couches. Nous en avons parlé la dernière fois. Où étaient toutes les milices paramilitaires? Vous savez, celles qui sont là-bas. Vous savez, avez-vous vu les Kurdes traverser les rues avec leurs mitrailleuses et leurs lance-roquettes à l'arrière des pick-up? Non, vous n'en avez pas vu. Est-ce que l'OMPI est sorti et a pris le contrôle des coins de rue avec leurs hommes armés et tout ça? Non. L'armée des Baloutches s'est-elle levée et a-t-elle commencé à tout faire exploser? Non. Pourquoi? Ce n'était pas le moment. C'est le dernier acte. Le dernier acte, si cela devait réussir, c'est quand vous supprimez tout, décapitez, démoralisez. Il y a une guerre de l'information en cours en Iran en ce moment pour démoraliser le peuple, pas pour le faire rejoindre votre camp. Vous gagnez la guerre comme ce qui s'est passé au Venezuela, quand tout le monde reste assis chez soi et ne fait rien du tout. C'est ce qui s'est passé au Venezuela. Il est censé y avoir 4 millions de personnes dans les rues. Ils sont tous simplement assis chez eux sans rien faire, parce qu'ils sont démoralisés, ils sont confus. Et c'est l'objectif en Iran, les confondre, les démoraliser, afin que lorsque le moment viendra, lorsque les pick-up remplis de l'OMPI et des monarchistes parcourront les rues de Téhéran, les habitants de Téhéran restent chez eux et ne fassent rien, et permettent passivement la décapitation. Je ne dis pas que cela va arriver, je dis que c'est le plan. Donc, nous devons être prudents quand nous parlons d'un avantage de 3 contre 1 et tout ça. Les Iraniens se sont préparés à ce 3 contre 1. Ils vont gagner ce combat. Si nous essayons de mener une guerre conventionnelle avec l'Iran, nous allons perdre ce combat. Mais nous n'allons pas mener une guerre conventionnelle avec l'Iran. Les gens mauvais qui sont dans la CIA planifient cela depuis très longtemps, très longtemps. Et peu importe ce que vous pensez de la CIA, ils sont très bons dans ce qu'ils font en matière d'opérations paramilitaires. Quand ils obtiennent des renseignements politisés et qu'ils mentent sur les armes de destruction massive, qu'ils mentent sur un programme nucléaire, c'est différent. Mais quand on en vient aux faits, les paramilitaires de la CIA viennent principalement de la communauté des opérations spéciales militaires américaines et ils sont très bons dans ce qu'ils font et ils sont dangereux. Le Mossad est pareil. Je ne suis pas d'accord avec la politique du Mossad, mais vous savez, au fil du temps, ils ont fait des choses très astucieuses. Demandez simplement aux Iraniens pourquoi de temps en temps des installations explosent. Comment avez-vous fait ça? Comment ont-ils introduit un virus dans une installation isolée? Parce qu'ils sont très bons et ils se préparent à cela depuis des décennies. Donc, si la gâchette est tirée, ce ne sera pas un 3 contre 1 conventionnel. Ce sera parce qu'Israël et les États-Unis estiment avoir suffisamment préparé l'Iran pour pouvoir mener ces frappes ciblées et, vous savez, accomplir leur objectif. J'aime croire que les Iraniens... Écoutez, j'ai rencontré des officiers des services de renseignement iraniens. Oh, Scott, tu l'as fait? Oui, je suis allé en Iran en 2005 et je les ai rencontrés. Ils sont venus à ma table, ils m'ont parlé, ils sont très intelligents, ils sont très instruits, ils sont très informés. Ils comprennent de la sécurité. Et si Scott Ritter peut s'asseoir ici et déchiffrer toutes ces foutaises, eux aussi. La question est, ont-ils la volonté politique? C'est ça, c'est la faiblesse, Garland. Et voici où je trouve que l'Iran, comme d'autres nations, est en manque. La volonté politique d'agir et de faire ce qui doit être fait pour se protéger de cela. La CIA profite de la faiblesse humaine. Le Mossad profite de la faiblesse humaine et de la fragilité humaine, et les nations hésitent souvent à prendre des mesures préventives nécessaires pour éliminer le facteur humain, le facteur de faiblesse. L'Iran est en lutte pour son existence. Les États-Unis ne cherchent pas un accord avec l'Iran. Nous n'essayons pas de conclure un accord. Nous ne faisons que gagner du temps jusqu'à ce que, encore une fois, les Iraniens doivent se demander pourquoi négocions-nous avec eux. Comprenez-vous que le simple fait que nous négocions avec l'Iran concernant leur programme nucléaire signifie qu'à l'intérieur de l'Iran, des choses se passent, les gens discutent de choses, les gens se rassemblent. C'est ce que nous voulons. Nos négociations ne concernent pas la création d'un accord. Je vous dis juste, je sais comment cela fonctionne parce que j'ai. Oui, Etela fait ça, j'ai le t-shirt. Nous générons de l'activité afin de pouvoir suivre comment les choses fonctionnent. Schéma de vie. Si vous savez, vous savez. Nous faisons une analyse du modèle de vie à l'intérieur de l'Iran pendant que nous parlons. Nous créons, identifions et nous créons même des structures cellulaires d'interaction qui sont surveillées. Et vous pourriez penser que vous avez les gens autour du leader suprême mis à l'écart, mais quand je commence à générer une action nécessitant l'implication du leader suprême, les structures cellulaires créeront une activité neuronale qui me mènera directement à où le leader suprême est.
C'est comme ça que ça fonctionne, les gars. C'est juste la façon dont le monde réel fonctionne. C'est ainsi que fonctionnent les opérations de renseignement. C'est ce qui se passe actuellement. Et les Iraniens doivent comprendre cela. Vous devez être perturbateur dans tout ce que vous faites. Les modèles passés se répètent. C'est une autre leçon du métier du renseignement. Les modèles passés se répètent. Tout ce que j'ai à faire, c'est attendre que vous fassiez ce que vous avez déjà fait, parce que nous sommes tous paresseux. Les humains sont paresseux. Et ce qui se passe, c'est que lorsque nous sommes stressés, imaginez cela, stresser une nation, comme faire s'effondrer leur monnaie. D'accord, alors maintenant je les ai stressés. Et que vont faire les nations quand vous les stressez? Les modèles passés se répètent et les nations vont retomber dans des modèles de comportement passés qui sont maintenant prévisibles et nous pouvons exploiter cela. La façon de vaincre cela est de devoir délibérément perturber vos processus. Cette perturbation casse l'analyse du schéma de vie. Vous devez y aller maintenant. Je veux dire, si j'étais les Iraniens, j'irais maintenant et je dirais gel de toutes les structures cellulaires. Vous et vous, rentrez chez vous. Nous n'avons plus besoin de vous. Vous n'avez rien fait de mal, mais j'élimine juste arbitrairement des personnes. C'est terminé pour vous. Rentrez chez vous. Nous n'allons pas vous tuer, mais rentrez chez vous. C'est fini pour vous. Vous travaillez ici. Je ne sais pas quoi faire, je m'en fiche. Asseyez-vous là et taisez-vous. Si vous jetez encore un coup d'œil, je vais vous tirer dessus parce que je supposerai que vous travaillez pour eux et vous ne faites que perturber. C'est comme prendre les cartes, mélanger le deck et les jeter là-bas en disant « on fait tout différemment aujourd'hui à partir de maintenant ». Et vous venez de perturber la pratique de collecte. Tout maintenant, des gens comme moi seraient assis là en disant « zut ». D'accord, réinitialiser. Ce que je ferais, c'est les stresser et dire, ils ne peuvent pas faire ça éternellement. Stress, et inévitablement, les modèles passés se répètent et ils reprennent immédiatement leurs habitudes. Parce que c'est ce que font les humains. Les Iraniens doivent être plus intelligents que ça. Vous êtes ciblés. Nous ne cherchons pas à conclure un accord nucléaire avec vous. L'accord nucléaire est conçu pour vous faire retomber dans des modèles de comportement passés. Vous vous souvenez comment vous avez été bombardé en juin? Accord nucléaire, vous avez fait des choses, nous vous avons frappé. Oh, Scott, mon Dieu, vous me dites que c'est réel? Oui, c'est réel. C'est une fausse négociation conçue pour générer des activités à l'intérieur de l'Iran qui seront collectées afin que nous puissions faire ce que nous voulons faire. Jared Kushner. 50% de l'équipe de négociation, un sioniste. Vraiment, Iran, ne comprenez-vous pas cela? C'est un sioniste. Il ne vous aime pas. Il ne veut rien de bon pour vous. Et c'est pourquoi, avant de venir à la réunion à Oman, il rencontrait la diaspora iranienne ici en Amérique pour préparer le prochain gouvernement iranien. Jared Kushner construit le prochain gouvernement, celui qui va remplacer les ayatollahs avec lesquels Jared Kushner négocie. Ne voyez-vous pas ce qui se passe ici? Et la même chose avec, oui, vous savez, Steve Witkoff, c'est un sioniste. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Ce ne sont pas des gens qui essaient d'obtenir un véritable accord. Ce sont des outils dans un jeu plus vaste. Cela ne peut avoir qu'une seule issue du point de vue des États-Unis, un changement de régime en Iran. C'est tout. Donc, je pense simplement que nous avons maintenant dépassé le concept d'une attaque militaire américaine massive et tout ça. Cela ne va pas arriver. Nous sommes dans le jeu plus profond maintenant. Souvenez-vous, c'est le même jeu, juste pour que les gens comprennent la perversité de cela. C'est le même jeu et c'est en parlant aux Russes qui ferait mieux de commencer à faire la même chose, car nous vous faisons la même chose que nous faisons à l'Iran. 91 drones ont été tirés par les Ukrainiens sous la direction de la CIA, qui agissait selon les instructions données par le président des États-Unis pour tuer votre président, pour tuer le président russe. 91 drones. 91. Et pourtant, vous croyez que... Attends, qui maintenant? Qui sont les négociateurs encore? Oh, Jared Kushner et Steve Witkoff. Hein? Tu penses qu'ils sont sérieux à propos de conclure un accord avec toi? Non. Ils jouent à des jeux. Tu comprends quand ils s'assoient et disent « nous voulons ». Tu sais, avec Kirill Dmitriev, je n'ai rien contre lui. Je ne sais pas. Mais je veux juste, il doit comprendre, je suis sûr que quelqu'un dans le contre-espionnage comprend que lorsque Jared Kushner et Steve Witkoff parlent de futurs accords, ils ne parlent pas de ceux-ci parce qu'ils veulent avoir un accord avec toi. Ils en parlent parce qu'ils veulent que Kirill Dmitriev retourne voir Vladimir Poutine et que Vladimir Poutine passe des coups de fil pour rassembler des groupes et commencer à parler de la vie après la levée des sanctions. Et ces groupes se rassemblent. Ce sont des groupes identifiables, ils sont collectés, des personnalités sont identifiées et ensuite des faiblesses seront développées parce que la cupidité est la faiblesse ultime. Demandez au Venezuela, les gars, des schémas du passé, c'est une arme à double tranchant. Le modèle vénézuélien de soudoyer tout le monde est le modèle que la CIA va utiliser en Iran et en Russie. Alors, il est temps que les gens arrêtent de traiter Donald Trump et l'administration Trump comme quelqu'un d'honorable, de digne de confiance, qui, tu sais, quand tu t'assois, cherche un accord.
Le seul accord que Donald Trump veut, c'est celui qu'il va obtenir après avoir volé tout ce qui est dans ton pays, après s'être débarrassé de toi. C'est le seul accord qu'il veut. Il ne veut pas la paix. C'est orwellien. Quand Trump dit paix, il veut la guerre. C'est tout. C'est une longue réponse, mais je pense juste qu'il fallait le dire parce que nous tombons dans l'artificiel. Des cadres analytiques, quand on parle d'une guerre conventionnelle de 3 contre 1, ce n'est pas le jeu, à mon avis, qui est joué en ce moment. Nous sommes au-delà de ça. Quand nous parlons de négociations avec la Russie, je veux dire, Lavrov commence à... Tu peux voir les synapses se bousculer dans sa tête. Lavrov commence à réaliser. Ces gars ne sont sérieux sur rien. Ils ne sont vraiment pas sérieux, Sergei. Ils ne le sont pas. Les États-Unis ne sont pas dignes de confiance. New Start, nous vous avons menti. Maintenant, la chose intéressante à propos de New Start, c'est que tout ce que les Russes ont dit, c'est toujours incroyable. Je veux dire, tout ce que les Russes ont dit sur le fait que l'Amérique triche, c'est avéré vrai. Si tu te souviens que lorsque New Start a commencé, tu sais, nous sommes censés mettre hors service des bombardiers B-52. Nous avons des bombardiers B-52. Nous en avons certains qui sont capables de nucléaire et d'autres qui sont conventionnels. Et la question est, du point de vue russe, comment savoir lesquels sont nucléaires et lesquels ne le sont pas? Et donc, les bombardiers nucléaires avaient des caractéristiques spécifiques pour les identifier, afin que celui-ci puisse transporter une arme nucléaire, pour que les moyens techniques nationaux russes puissent dire oui, et maintenant ils peuvent les compter. Et cela leur permet également de dire, très bien, nous avons, tu sais, j'oublie le nombre d'inspections, 18 inspections par an, inspection de type 1, inspection de type 2. L'inspection de type 2 est une inspection de vérification où vous envoyez des inspecteurs et vous entrez dans un endroit et vous dites, très bien, vous avez 6 B-52 capables de nucléaire ici. Nous voulons les vérifier et nous assurer que tout est conforme. Et puis vous avez ceux que nous avons mis hors service 51, nous les avons convertis en non nucléaires. Donc, les Russes ont fait une inspection de type 2, sont arrivés à la mise hors service et ont dit, d'accord, montrez-nous comment vous avez rendu cela non nucléaire. Et nous avons dit, nous avons coupé un fil et nous avons utilisé du ruban électrique et nous l'avons scotché. Et les Russes ont dit, mais tout ce que vous avez à faire, c'est enlever le ruban électrique, connecter les fils, le scotcher et c'est nucléaire. Vous n'avez pas désactivé cela de manière permanente. Non, mais le traité n'a jamais dit de désactiver de manière permanente. Le traité disait que des méthodes seraient utilisées et ensuite, si vous aviez une question, vous pourriez venir nous voir et nous pourrions en parler. Mais alors, les Russes disent, vous nous dites littéralement que vous avez conçu ce traité de sorte qu'à tout moment, vous décidez, vous pouvez rapidement ramener des choses qui ne sont pas censées être capables de nucléaire. Je veux dire, oh non, nous ne ferions jamais ça. Au moment où nous parlons, 40 bombardiers B-52 mis hors service, dénucléarisés, sont en train d'être reconvertis en mode nucléaire parce que c'était le plan depuis le début. La même chose avec le sous-marin Trident. Tu sais, pour, réduire les chiffres, ils ont mis hors service des tubes sur le sous-marin, des tubes de lancement pour réduire leur nombre. Et les Russes ont dit, d'accord, et ils sont allés l'inspecter et ont dit, montrez-nous le tube mis hors service. Et ils ont dit, oui, nous avons juste mis un cadenas dessus. Ils ont dit, attendez une minute. Donc, si vous retirez le cadenas et que vous faites ceci, cela et l'autre chose, ça marche. Oui, qu'elle est là. Ce n'est pas cassé. C'est rien. Nous avons menti. New Start est un mensonge. Tout ce que nous faisons aujourd'hui a été conçu avec un plan. Nous avons négocié ce traité en pensant à notre tricherie, Eux et donc maintenant les Russes. Comment pouvez-vous contrôler les armes avec ces gens, avec l'Amérique? Comment pouvez-vous leur faire confiance? Vous ne pouvez pas. Ils pensent qu'ils se réveillent à cette réalité. Et donc maintenant, comment gérer l'Amérique comme ça? Le modèle iranien. Vous dites essentiellement, si vous nous attaquez, nous vous punirons comme vous ne l'avez jamais été auparavant. États-Unis, nous allons tenir les discussions à Istanbul. Les Iraniens, non. Si vous ne le faites pas, nous allons faire ceci, cela et l'autre chose. Faites-le. Le département d'État, ils ont dit non à Istanbul. Que vas-tu faire à ce sujet? Eh bien, nous n'avons jamais pensé qu'ils diraient non. Eh bien, parce que maintenant, l'Iran a réalisé à la place se débarrasser de ses missiles balistiques. C'est ce que nous voulons qu'il fasse, surtout ceux qui peuvent frapper Israël. Si l'Iran se débarrassait des missiles balistiques qui pourraient frapper Israël, il n'y aurait pas d'Iran aujourd'hui. Ce serait fini. Et donc, l'Iran a compris que les États-Unis mentent. Et de bien des manières, les États-Unis le sont. Mais voici le danger. L'Iran pourrait se bercer d'un faux sentiment de complaisance, car ils ont réussi à bluffer leur chemin à travers ces négociations. Traçant une ligne rouge, les États-Unis reculent chaque fois. Mais c'est seulement si vous pensez que les États-Unis effectuent une grande attaque conventionnelle. Je vous dis maintenant, il y a un jeu différent qui se joue actuellement.
C'est pourquoi Trump travaille avec Netanyahou pour prolonger les choses. Ils se sont rencontrés à propos des discussions nucléaires, pas sur les détails, mais sur la façon de faire traîner cette affaire. Je peux vous garantir que le Mossad et la CIA sont là à dire « D'accord, si nous proposons ce qui suit dans une négociation, quelle est la relation de cause à effet ?» Irak, il va soutenir et il va faire venir ceci. Ce comité va se réunir. Ces gens peuvent être. Où? Que ne savons-nous pas? Nous devons savoir qui sont ces personnes. Que devons-nous faire pour générer de l'activité à l'intérieur de l'Iran qui crée une activité qui nous aide à identifier les maillons manquants dans la chaîne pour avoir un modèle d'activité de vie afin que nous puissions décapiter? C'est le jeu qui se joue actuellement. Et c'est aussi le jeu qui se joue contre la Russie actuellement. Les Russes qui doivent se réveiller. Veuillez regarder le Venezuela si vous êtes les Russes et les Iraniens. La CIA a joué le jeu du Venezuela pendant longtemps. Tout le monde pensait que les porte-avions arrivaient, qu'on allait faire ceci, cela et l'autre chose. Vous savez, c'était comme « Non, vous ne pouvez pas mettre des bottes. » Je l'ai dit, impossible de mettre des bottes sur le sol, ce serait fou. Nous ne l'avons pas fait. La CIA est entrée là-bas, a identifié les faiblesses, a acheté tout le monde, et maintenant nous possédons le Venezuela. Et s'ils ne font pas attention, nous posséderons l'Irak. Et si la Russie ne fait pas attention, nous posséderons la Russie, parce que c'est ce que nous faisons. Quelques points. Et je dirais ceci, je le dis toujours, l'histoire du Venezuela reste à jouer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous savez, ils ont dit que le Venezuela envoyait maintenant du pétrole à Israël et les Vénézuéliens sont sortis et ont dit non, non, nous ne le faisons pas. Donc, il se passe beaucoup de choses. Mais cela étant dit, laissez-moi vous dire ceci, Scott. C'est important basé sur ce que vous venez de dire. Quand nous étions en Russie, je me souviens encore de cela. Et nous avons découvert, vous savez, nous sommes allés dans cette maison où Staline, pendant la bataille de Rzhev à un moment donné, Staline s'est rendu dans cette ville proche, en bordure du champ de bataille, et il a rencontré ses généraux, et ils lui ont dit toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Et j'ai pensé, mon Dieu, c'était dangereux. Et l'une des choses que nous avons découvertes, ce qui, bien sûr, comme vous le savez, est une manœuvre de renseignement. Chaque jour, Staline apparemment montait dans sa VA, voiture et tout ça, avait son VA, vous savez, et il parcourait une route particulière et des lieux particuliers qu'il parcourait chaque jour à Moscou. Mais il savait qu'il y avait des espions allemands qui regardaient. Donc, quand il est venu à Rzhev, ils ont fait monter quelqu'un d'autre dans la voiture et la voiture est partie. Donc, les espions allemands ont tous dit « Oh, il est toujours à Moscou, n'est-ce pas ?» C'était une, bien que ce ne soit pas high-tech, c'est une manœuvre de renseignement. C'est une manœuvre de contre-espionnage. Ils nous surveillent, nous savons qu'ils nous surveillent, on va les laisser croire. D'accord, voici mon point. Alors que tout le monde parle des Russes qui donnent, vous savez, ils devraient donner les arsenaux à l'Iran, ils devraient donner le S-4, S-5, S-6, S-7, S-800, peu importe, toutes ces choses techniques à l'Iran. D'après ce que vous avez dit, il me semble que, et le renseignement russe est très, très, vous savez, très, très bon, vous savez. Donc, certaines choses arrivent de temps en temps. Je me souviens après, Sy Hersh, beaucoup de gens peuvent oublier cela. Après l'article de Sy Hersh sur Nord Stream. Nord Stream est sorti. Et les Russes, les gens peuvent oublier cela. Il peut y avoir des gens dans le chat. Les Russes sont sortis et ont essentiellement dit ceci. Nous avons piraté les iPhones des dirigeants de le Royaume-Uni. Et juste après que cela soit arrivé, Liz Truss a envoyé un message texte à Tony Blinken qui disait « c'est fait ». Donc, nous savons que les Britanniques étaient impliqués et je suis comme, ils ont juste laissé. Nous savons ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire un peu plus que vous ne le pensez. Voici mon point de vue. Oui, S-400, S-500, tout cela est bien. Il me semble que la plus grande assistance que la Russie pourrait donner à l'Iran serait le renseignement. Renseignement technique, capacité à améliorer leur capacité de renseignement, à s'adresser au réseau et aux choses à l'intérieur. Vous savez, nous pensons tous à la défense aérienne, mais il me semble que l'assistance en renseignement russe serait la plus grande aide qu'il pourrait offrir à l'Iran. Et les gens n'y pensent pas. Mais étant un homme du renseignement, vous connaissez l'importance de cela. Eh bien, vous avez raison. Mais parlons-en. Nous, regardons ce que l'Iran a pu faire avec Starlink. Vous savez, les services de renseignement iraniens, les services de sécurité ont utilisé Starlink dans les 2 premiers jours pendant que ces personnes étaient là-bas. Les agitateurs faisaient la violence. Ils surveillent tout cela et ils obtiennent non seulement les données de localisation et les identifiants des personnes qui communiquent avec Starlink, mais aussi avec qui ils communiquent. Boum, ils avaient tout. Et puis, au moment opportun, ils ont tout coupé, ils sont arrivés et ils les ont arrêtés. Ils ont fait une descente, ont tout arrêté. Comment l'Iran a-t-il fait cela? Quelle est la connectivité entre l'Iran et Starlink? Pas très significative. Qui a une connectivité étendue avec Starlink? Les Russes, via l'Ukraine, parce que les Ukrainiens utilisent Starlink tout le temps. Les Russes ont déjà répondu à ces problèmes. Les Russes savent comment surveiller Starlink, comment trouver Rubicon. Veuillez me pardonner, Russie.
Je ne veux pas aborder des sujets sur lesquels je n'ai pas de conversation avec les Russes, parce que c'est un sujet très sensible. Mais Rubicon est une unité anti-drone que les Russes ont créée. Une force d'élite, et ce que Rubicon fait, c'est qu'elle élimine les drones ukrainiens. Les Ukrainiens devenaient très bons à mettre en place ces murs de drones en prenant un morceau de territoire et en y plaçant une couverture de drones, le gelant, et tuant les Russes et dominant le champ de bataille. Donc, pour répondre à cela, Rubicon intervient. Et le travail de Rubicon est d'éliminer les opérateurs de drones ukrainiens. Et donc, les Ukrainiens ne font plus cela parce que dès qu'ils le font, il y a un détachement de Rubicon qui apparaît et tue tout le monde. Car Rubicon a fait beaucoup de choses comme découvrir Starlink, découvrir comment les Ukrainiens utilisent Starlink pour communiquer entre eux, pour guider leurs drones. Et vous savez, les Russes feront des choses comme laisser les attaques de drones se produire. Je veux dire, beaucoup de gens disent qu'il y a un drone qui survole cet endroit, se dirigeant vers cette raffinerie de pétrole. Pourquoi les Russes ne l'abattent-ils pas? Eh bien, probablement parce qu'il y a quelque part un gars nommé Ivan qui regarde ce drone communiquer avec l'opérateur là-bas et il n'a pas l'opéra. C'est la même chose avec les flics dans les films. Vous savez, gardez-les en ligne 30 secondes de plus. Oui, gardez-les en ligne 30 secondes de plus. Nous regardons l'horloge. 10, 9, 8, clic, ils ont raccroché. Mince, nous n'avons pas eu sa position. D'accord, c'est similaire à ça. Ils font des choses pour le découvrir, car une fois qu'ils l'ont, il y a un escadron de la mort Rubicon qui attend juste là avec des drones déjà là-bas, et ils disent « nous les avons ». Coordonnées, boum dedans, bam 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 bam, et ils tuent. Rubicon a aidé à briser Starlink pour les Russes. C'est mon évaluation. Les Russes sont probablement au courant et disent « Scott, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais nous n'allons pas vous dire comment ça fonctionne. » D'accord, ça va. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais cette capacité, la technologie et la méthodologie, je crois qu'elles ont été partagées par la Russie à l'Iran, ce qui a permis à l'Iran de faire tout cela. Donc, ce que vous évoquez, c'est le renseignement. Ça a fonctionné. Je crois personnellement, encore une fois, je n'ai pas d'informations pour cela. C'est juste mon évaluation. J'étais un officier du renseignement assez créatif. C'est pourquoi j'ai reçu 2 félicitations du directeur de la CIA en tant que lieutenant. D'accord? Penseur créatif. C'est pourquoi le corps des Marines m'a vraiment apprécié. Penseur créatif. J'ai trouvé des solutions créatives à des problèmes difficiles. Donc, j'applique la même chose quand je réfléchis aux choses et je dirais en ce moment, si j'étais Iranien et Russe, une des grandes choses qui m'intéresserait est la signature opérationnelle, la signature radar et autre chose d'une attaque de bombardier B2 et d'un F-35 et d'un F-22. Afin que je puisse les abattre. La Russie doit penser la même chose. L'une des plus grandes menaces est que les B2 pénètrent l'espace aérien russe et fassent des allers-retours en Sibérie pour traquer les missiles mobiles SS-20, SS-25, SS-27 et Yars. Le missile mobile est censé quitter sa garnison et se disperser, et c'est ce qui lui donne sa capacité de survie. Nous n'avons pas assez d'armes nucléaires pour rester là et frapper partout. Donc nos B2, tout comme nos B-52 auparavant. Quand j'étais inspecteur d'armes, j'étais l'une des rares personnes à avoir vu de près le lanceur SS-25 et j'ai été amené à la base aérienne de Wright-Patterson où l'US Air Force avait sa division de renseignement étranger là-bas. Et nous avons eu une conversation à ce sujet pour que les paramètres techniques puissent être intégrés dans un radar à ondes multimètres qui serait installé sur le B-52 afin qu'il puisse voler autour et distinguer où se trouvent ces choses. Il pourrait tirer les missiles et les détruire. Nous avons essayé d'adapter cette technologie pendant la guerre du Golfe pour traquer la différence entre les Scuds et les leurs Scud. Mais le B2 a des capacités similaires, ou du moins je l'évaluerais ainsi. Il est censé pénétrer, entrer là-dedans et rechercher les missiles mobiles russes. Donc, éliminer un B2 est une priorité très importante pour la survie de la force de missiles mobiles russes, ce qui signifie que les Russes ont mis beaucoup d'efforts à identifier les signatures radar, les paramètres opérationnels, tout ce qui peut leur permettre de suivre le B2 et de l'abattre. Je suppose que la Russie partage cela avec l'Iran et je suppose aussi que les Russes ont informé les États-Unis que leurs B2 peuvent être vulnérables. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas, car vous ne voulez pas trop en révéler. C'est ça. Ouais, parce que vous ne voulez pas aller trop loin. Mais mon point est que, vous savez, le travail de la Russie en ce moment n'est pas de venir en aide à l'Iran. Si c'est le cas, alors vous avez échoué. Le travail de la Russie est de prévenir une attaque des États-Unis contre l'Iran. Et donc je pense que les Russes, il y a un canal de communication caché, et les Russes laissent des indices et disent en gros, cette attaque que vous avez menée contre Firdos, ne réessayez pas, car vous pourriez perdre quelques bombardiers B2 une fois que ce sera terminé.
Donc, c'est le type de soutien en renseignement que je pense que la Russie fait beaucoup de travail dans l'ombre. Mais il y a un danger à cela aussi, parce qu'il y a des gens comme moi qui regardent cela et se disent que se passe-t-il lorsque la Russie s'interface avec le renseignement iranien? Vous ouvrez une fenêtre de vulnérabilité du point de vue du renseignement. Vous avez les Russes opérant en Russie et ils rendent difficile pour moi de percer et découvrir ce qu'ils font. Vous avez les Iraniens opérant en Iran, difficile. Maintenant, vous réunissez les Iraniens et les Russes dans un nouveau schéma de comportement qui est différent. Je recherche des choses qui sont différentes et je commence à trouver des failles dans le système et je me concentre sur la faille dans le système. Je commence à l'étendre et soudain, j'ai plus de connaissances sur qui, quoi, cela. C'est juste un. Le domaine du renseignement est un jeu très, très compliqué. Et il y a toujours des gens comme moi qui courent partout en essayant de faire des choses étranges. Et donc même si l'acte de la Russie et dans l'Iran crée des vulnérabilités qui peuvent être exploitées, car vous créez de nouveaux systèmes. Quand l'Iran commence à travailler avec la Russie, un nouveau système est créé et ce système est une déviation par rapport à la norme. Et donc, je regarde simplement, et c'est là que les grandes données interviennent, car avant, quelqu'un comme moi, je devais passer des heures, je veux dire, j'étais la personne la plus maniaque au monde, juste des heures à trier, comme comment pensez-vous que nous avons identifié les fréquences spécifiques, vous savez, utilisées par l'Irak, les Irakiens, pour communiquer au sujet des inspections d'armes. J'ai envoyé une équipe à Bagdad et nous avons collecté la totalité du spectre des fréquences radio irakiennes. La totalité de cela. Nous nous sommes juste assis là et nous avons construit une encyclopédie. La plupart sont cryptées, donc je n'ai aucune idée de ce qu'ils disent. Mais ce que vous faites ensuite, c'est qu'une fois que vous avez cette encyclopédie, vous entrez et vous stimulez le système. Je fais des inspections, fais ceci, et vous recherchez les choses qui montent. Et vous regardez, et ensuite vous répétez, vous testez, vous isolez, puis vous le réduisez à quelques fréquences, vous martelez ces fréquences, vous les prenez, vous cassez le code, et la prochaine chose que vous savez, vous êtes dans le système. C'est ce que j'ai fait. Très réussi. Je pourrais faire cela pour à peu près n'importe quoi si j'avais le temps, et surtout maintenant avec les grandes données. Il y a tout ça. Les grandes données, oui, ça peut m'aider à trouver des déviations. Je lui dis simplement de chercher des déviations. Il les trouve, et ensuite je dois m'en occuper et creuser, mais le jeu du renseignement est un jeu très, 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 très sombre que la plupart des gens ne comprennent pas. Un terrier de contre-espionnage et de renseignement, je vais faire ça, et ensuite je sais que vous essayez de m'attraper. C'est presque comme se battre. Quelqu'un vous donne une cible à frapper, vous savez. Maintenant, je sais que vous venez après moi, donc je mets une cible là-bas. Et quand vous visez cette cible, c'est ce que je voulais. Tu sais, le contre-attaquant te donne une cible qu'il fait avec son épaule, parce que l'épaule vient avant le coup de poing. Et quand tu essayes de bloquer, bam, il te frappe avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un gouffre sans fin d'intelligence et de contre-intelligence. Maintenant, voici ma question. C'est quelque chose dont je voulais te parler. J'ai écouté ces dernières semaines, en particulier la semaine dernière ou celle d'avant, Sergei Lavrov. Il parle de plus en plus comme Medvedev. Il parle. Je suis comme « oh », parce que dans le passé, j'avais l'impression. Comme ça, Medvedev ne pourrait pas dire toutes ces choses. C'est un homme très puissant. C'était presque comme si, d'accord, il était autorisé à dire des choses qui sont traquées à l'intérieur du Kremlin. Et tu sais, Vladimir Poutine est le classique homme d'État. Tu sais, il va être amical, il va serrer des mains, il va blablabla. Et Medvedev est là-bas en train de dire « vous fils de pute, je vais vous frapper au visage, n'est-ce pas? J'écoute. » Donc, par exemple, une des choses que Lavrov a dites récemment était, en gros, il n'y aura pas d'accord. Vous parlez de nous proposer un accord. Et, je paraphrase, vous parlez de nous proposer un accord alors que vous nous poignardez dans le dos, vous essayez d'aller partout pour empêcher les gens d'acheter notre pétrole, vous essayez de contrôler toutes les zones dans le monde et les points de passage où tout le monde transporte du pétrole et des marchandises. Vous savez, vous fils de pute, nous ne vous faisons pas confiance. Et nous? Donc, j'écoute Lavrov maintenant et je vais le dire comme ça. D'après ce que Lavrov a dit pendant un moment, j'ai senti qu'il pensait comme ça. Mais il semble que quelqu'un lui ait dit « vas-y et dis-le, peu importe, pour une raison quelconque ». Mais quand j'écoute Lavrov, il parle comme Scott Ritter. Maintenant, il parle comme Dimitri Medvedev. Ton avis? Yeah. Ouais. Tu sais, je vais sur mon chat Telegram de temps en temps. Je le lis. Et erreur. Mauvaise idée? C'est comme lire les commentaires. Ne le fais pas. Mais bon, sur mon Telegram, les commentaires ressemblent généralement à ça. Avez-vous été arnaqué par la crypto? Cliquez sur ce lien et venez. Ah, tu vois ce que je veux dire? Les hackers sont toujours là. Je trouve que 90% des gens que je reçois sur Telegram sont des hackers. De toute façon, vas-y. Eh bien, les hackers m'évitent parce qu'ils savent que je n'ai rien. Ils ont déjà piraté et ils se disent « le gars n'a pas d'argent, autant ne pas perdre mon temps ».
Donc, mais tu sais, il y a comme un chat que quelqu'un a eu. Ils étaient critiques du gouvernement russe aujourd'hui parce qu'ils disent, regardez, le marteau tombe maintenant. Ils font la guerre énergétique, ils font tout ça. Mais pourquoi? Tu sais, l'erreur était qu'ils ne l'ont pas fait dès le début de l'OSM. Et je me dis, les gars, ils ne pouvaient pas le faire dès le début de l'OSM. Vous savez, quand l'OSM a commencé, l'économie russe n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était encore une économie qui était infiltrée à 20%, à 30% par l'Occident, qui était liée à une dynamique politique interne de personnes qui avaient besoin de cette interaction économique avec l'Occident pour valider leur existence. Et si la Russie décidait de mettre fin à cela, de divorcer de l'Occident, la Russie est une démocratie. Tu sais, Vladimir Poutine, il a remporté la dernière élection de manière très impressionnante, mais les élections précédentes, tu sais, il les a remportées avec 51% des voix, 57% des voix, 61% des voix. Que se passe-t-il quand vous perdez 30%? Vous tombez à 30% et vous perdez l'élection. Tu sais, la Russie est une démocratie. Ils doivent, tu sais, les dirigeants doivent surveiller cela. Donc, vous ne pouviez pas simplement prendre des mesures arbitraires qui créeraient des problèmes économiques. Quand les sanctions sont arrivées, tu sais, une des raisons pour lesquelles la Russie a hésité à se mobiliser et qu'il ne comprenait pas, tu sais, la cause. Il ne pouvait pas prédire la relation de cause à effet entre la mobilisation de centaines de milliers d'hommes, les retirant de la main-d'œuvre, et ce que cela ferait à l'économie. Les économistes russes qui conseillaient le président russe parlaient d'une réduction allant jusqu'à 20% de la taille de l'économie russe à cause des sanctions. Et il y a cette chose qu'ils se disent. Si cela se produit, que faisons-nous? Comment réagissons-nous? Comment évitons-nous, tu sais, un effondrement économique massif conduisant à des troubles politiques internes à un moment où nous faisons un mouvement décisif, non seulement contre l'Ukraine, mais contre l'OTAN? Et donc, tu sais, ce n'est qu'en août que les Russes ont réalisé que l'effondrement n'allait pas être aussi mauvais qu'ils le pensaient, qu'ils avaient géré cela, que ce serait des chiffres à un chiffre. Et qu'ils pouvaient s'adapter à cela. Donc maintenant, ils peuvent agir. Mais ils ne cherchaient jamais la solution de mobilisation. Ils cherchaient à amener l'Ukraine à la table des négociations pour aboutir à une fin négociée du conflit. Vous savez, la Russie a cru en Minsk pendant un certain temps. Ce n'est qu'à la toute fin que la Russie a réalisé que Minsk était un mensonge. Et mon point est que les Russes ont, pour vous et moi, aujourd'hui, vous savez, bien sûr, nous pouvons nous asseoir et dire « Pourquoi Sergei Lavrov n'a-t-il pas réalisé cela plus tôt ?» Bien sûr, nous l'avons réalisé parce que nous sommes les personnes les plus intelligentes du monde. Vous savez, non, nous ne le sommes pas parce que nous ne regardons pas l'ensemble du tableau. Il y a une image plus large en jeu ici, l'économie de cela, la diplomatie, la Chine, vous savez, travailler avec la Chine, l'Inde. C'est comment pensez-vous que la Russie a géré à un moment où Vladimir, lorsque Donald Trump dit aux Indiens, vous n'êtes pas autorisés à vendre du pétrole ou à acheter du pétrole de la Russie, et la Russie dit non, ils sont toujours prêts à acheter du pétrole de nous. Beaucoup de pétrole, en fait. C'est une relation au fil du temps qui nécessite une action mesurée, un président qui n'apparaît pas comme un fou, et des personnes qui croient en la diplomatie, croient en l'engagement. Et donc, les Russes ont fait cela. Je veux dire, vous savez, pour vous et moi, je ne peux pas parler pour vous, je vais parler pour moi. J'aurais tué Zelensky dès le premier jour. Vous savez, je suis là pour boum, tu es mort. Tu n'es plus là. La Russie n'a pas fait cela. Pourquoi? Parce qu'ils voient les choses en grand. Vous savez, il y a une question qui doit être posée. Après avoir tué Zelensky, ensuite quoi? Et si vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions du ensuite quoi, ne tuez pas Zelensky. Si je peux vous lancer cela, Scott, ce que vous venez de dire m'a ramené à quelque chose que vous avez dit plus tôt. Si en fait je suis les Russes et j'ai entendu dire qu'aucune brin d'herbe ne bouge en Ukraine sans que les Russes ne le sachent. C'est rempli d'agents russes, n'est-ce pas? Si vous êtes là, si vous avez toutes sortes de réseaux et toutes sortes de bugs et vous le nommez partout dans le gouvernement ukrainien, ce que je soupçonne qu'ils ont. Alors vous auriez envie de... Les gens disent, ne négociez pas avec les Ukrainiens. Bien sûr, vous voulez le faire parce que quand ils viennent, vous recueillez toutes sortes de données de là-bas, retour. Puis quand ils retournent et parlent, vous recueillez des données, ce qu'ils ont dit, à qui ils parlent, quels sont leurs plans. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, si vous avez beaucoup d'actifs de renseignement et de capacités de renseignement, vous voulez qu'ils parlent, vous voulez qu'ils vous rencontrent, vous voulez qu'ils fassent toutes sortes de choses. Oh, quand ils vous rencontrent à Oman, Istanbul, qui que ce soit, où que ce soit, revenez. C'est beaucoup d'opportunités pour vous de recueillir des renseignements sur ce qu'ils font. Et ils parlent au Royaume-Uni, ils parlent à la France, ils parlent à... Il y a encore ces choses.
bien que les gens puissent regarder cela et dire « c'est stupide », dire « pourquoi parlerait-il aux Ukrainiens ?» Ce sont des maniaques. C'est une énorme opportunité de recueillir des données de renseignement, n'est-ce pas? 100%. Et vous savez, vous ne voulez pas perturber une opération de collecte réussie. Parfois, vous devez tenir votre langue pour vous donner un exemple. Je veux dire, la Seconde Guerre mondiale, l'un des exemples les plus tragiques, vous savez, nous avions cassé le code russe, Enigma. Les Allemands, je veux dire. Le code allemand. Oui, oui, oui. Et vous savez, nous pratiquions les débarquements du jour J, et nous avions en fait des troupes américaines qui sortaient dans leurs navires et allaient débarquer sur les côtes anglaises. Et les Allemands l'avaient découvert et ils envoyaient je suppose qu'ils les appelaient des e-boats ou quelque chose, des bateaux torpilleurs, et ils allaient venir et ils allaient attaquer les navires. Et la décision devait être prise, annulons-nous l'exercice? Interceptons-nous les navires? Et la décision a été prise, non, laissez-les attaquer, car si nous faisons quoi que ce soit pour perturber cela, les Allemands pourraient penser que nous avons cassé leur code. Exactement. Donc, pour maintenir le code en vie, nous devions laisser les Allemands attaquer les navires, et ils ont tué tout un tas de garçons américains ce jour-là, tout un tas. C'est juste le business. Et donc, parfois, vous devez, vous savez, supporter certaines mauvaises choses pour continuer le cycle. Vous savez, encore une fois, les gars, je ne sais pas. Tout d'abord, je ne poserai jamais ces questions à la Russie. Oui. Vous savez? Parce qu'ils nous jetteraient tous les deux dehors et aucun de nous ne reviendrait jamais. Oui, mais vous savez, mon cerveau fonctionne d'une manière drôle. Vous savez, les gens posent toujours la question, pourquoi laissez-vous les trains rouler? Ils savent, par exemple, quand tous les approvisionnements de l'OTAN arrivent, ils arrivent par train, ils arrivent par, vous savez, des convois de camions qui les emmènent ensuite dans différents entrepôts et ils les disséminent. Eh bien, et si, hypothétiquement parlant, les Russes surveillaient le mouvement? Et les Russes, le mouvement ne concerne pas seulement ce qui entre en Ukraine, mais le rétro-ingénierie vous amène aux fournisseurs et cela vous amène à, vous savez, la fabrication. Cela vous mène à l'intérieur des salles de réunion, cela vous mène à l'intérieur. Et ainsi, vous avez une vision plus complète de ce que l'OTAN peut faire, ce qu'elle fait, veut faire, et puis comment vous pouvez soit les attendre, soit prendre des mesures, vous savez. Donc, vous ne voulez pas perturber cela. Donc, ce qui se passe, c'est que ça arrive. Et puis, vous vous concentrez sur la destruction au point, vous savez, à l'avant de la zone de bataille. Et oui, certaines choses arrivent et finissent par tuer des soldats russes. Et c'est une mauvaise journée pour les soldats russes. Comme c'était une mauvaise journée pour les soldats américains à bord de ces avions de transport quand ils ont été coulés par des bateaux allemands et qu'on n'a pas pu les prévenir parce que je suppose que la façon dont les Russes ont habilement surpasser l'Europe et les États-Unis dans toute cette affaire de fourniture et d'Ukraine, c'est que les Russes ont surveillé cela depuis le premier jour. Russie, je m'excuse, je ne fais que spéculer. Je ne sais rien, ne me tirez pas dessus. Mais je suppose que parce que, d'un point de vue militaire, il y avait des choses qui auraient dû être faites. Elles sont en train d'être faites maintenant, d'ailleurs. Juste pour vous donner un exemple, des choses qui sont faites maintenant auraient dû être faites il y a longtemps, mais maintenant les Russes n'ont pas besoin de le savoir parce qu'ils ont déjà brisé le système. Ils ont brisé l'OTAN, ils ont brisé l'Europe, ils ont brisé les États-Unis. Les Russes ont été habiles. Donc nous nous asseyons là et nous sommes très critiques envers Vladimir Poutine, oubliant un instant qu'il était un professionnel du KGB. Son cerveau. Je vous le dis, quand vous avez été dans ce domaine, votre cerveau fonctionne de manière très étrange, très étrange. Je ne peux pas déprogrammer mon cerveau pour voir la vie différemment de tout le monde. Ce n'est pas nécessairement une façon saine de vivre, je peux vous le dire. Mais c'est juste la réalité. Cet homme, ce leader de la Russie, comprend ces jeux plus grands. Normalement, vous devez avoir des gens dans le secteur du renseignement qui essaient d'éduquer le leadership sur le jeu. Et le leadership ne comprend pas le jeu. Ils sont comme Hubloulou et ils gâchent tout le temps. Je veux dire, je me souviens d'être allé à la Maison-Blanche pour essayer de parler d'une opération pour secouer le cocotier en Irak et d'avoir tout le monde aligné de mon côté, soi-disant, du secrétaire à la défense, secrétaire d'État, conseiller à la sécurité nationale. Ils sont tous comme, oui, nous sommes dedans, Scott. Je déploie l'équipe d'inspection et certaines des choses critiques qui devaient arriver ne sont pas arrivées, ce qui a tout perturbé. Nous n'avons pas pu collecter ce que nous voulions collecter et c'était. Et je suis revenu et en gros, ils avaient juste un malentendu. Ils étaient comme, nous avons décidé que nous ne voulions pas faire voler l'avion U-2 ce jour-là. C'était le jour où il devait voler, les gars. Pourquoi n'avez-vous pas? Parce que nous, vous savez, il y a parce que les gens au sommet ne pensent pas correctement. Ils ne comprennent pas comment fonctionnent les systèmes et ce qui doit être fait pour continuer la collecte. Ils ne pensent pas à la collecte.
un professionnel du renseignement a élaboré un plan de gestion de la collecte et a dirigé les activités de collecte, comprend la collecte et la nécessité de la continuité de l'action. Vladimir Poutine comprend cela et donc je crois que les gens du renseignement sont venus lui parler des systèmes et des flux d'informations et il a dit nous allons continuer cela, nous allons continuer à le faire circuler, nous allons continuer à le faire fonctionner. Cela signifie que Lavrov, vous devez continuer à engager avec les gens même quand nous savons que c'est un exercice futile et tout ça. Donc, beaucoup de la frustration que les gens ont eue envers la Russie, vous savez, un leadership soi-disant faible et tout ce genre de choses, c'est en fait le leadership le plus fort possible. C'est le leadership qui a la patience de laisser les choses se produire parce qu'il y a un plan plus grand. Pour comprendre que oui, vous subissez un revers tactique ici et un revers opérationnel là, mais vous gagnez la guerre stratégique parce que vous pensez à long terme. Et cela se joue aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'infrastructure énergétique est en train d'être fermée. Maintenant, ils s'attaquent au train. Maintenant, ils s'attaquent à tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de cette connectivité. Et dites, vous savez, ils ont résolu les trucs de Ford tôt. Ils n'ont pas besoin de rétro-concevoir cela. Ils savent que c'est cassé. C'est fait. En plus, ils ont probablement, en inversant le processus, créé leurs propres cellules qu'ils peuvent désormais détacher de cette structure pour que la relation de cause à effet ne trahisse pas tout le système. Tout est spéculation de ma part. Et je ne spéculerai pas ainsi en Russie parce que... D'accord, oui. Je ne risque rien. Scott, on va t'emmener au sous-sol de la Loubianka. Je n'en ai pas envie, mais le point est que c'est ma vision de ce qui se passe, parce que nous vivons dans un monde où les services de renseignement jouent un rôle très important dans tout ce qui se passe, et je pense que Vladimir Poutine, en tant qu'ancien officier du renseignement, qui comprend, il n'a pas besoin qu'on lui explique, il comprend et il laisse faire. Et Lavrov est enfin libéré aujourd'hui. Ce que nous voyons. Écoutez, je connaissais Sergei Lavrov. Je ne peux pas dire que nous étions amis. Nous ne l'avons jamais été. Mais vous savez, quand il était ambassadeur aux Nations Unies. Vous savez, l'ambassadeur russe aux Nations Unies, c'était quand j'étais inspecteur des armements. Et je l'énervais régulièrement en faisant mon travail, vous savez. Vous savez, les inspecteurs des armes de l'ONU dirigés par Scott Ritter sont des personnes délibérément provocantes. Oui, nous le sommes, parce que je joue au jeu de secouer l'arbre. Et mon travail est d'aller en Irak et de perturber le système afin de recueillir des informations. Vous savez, mais ce type est là depuis longtemps et je sais qu'il est tout à fait capable d'être un connard quand il est appelé à le faire. Mais c'est un diplomate et donc parfois les diplomates n'ont pas le droit d'être des connards. Ils doivent être polis, être ceci, cela et ainsi de suite. Je pense que ce que nous voyons maintenant, c'est que le gouvernement russe a dit à Lavrov, kill, c'est le moment. Tu peux à nouveau être un connard avec les États-Unis. Ils l'ont mérité et c'est ce que nous voyons, Lavrov sans retenue, disant les choses comme il les voit. Et il le dit avec beaucoup de précision. Oui, je pense que tu as raison. D'accord, avant de partir, jetons un coup d'œil à un site web très important et ce site est scottritter.com. Scott Ritter. Tout son travail est là, vous avez des vidéos et d'autres choses. Scott dit aux gens ce qu'ils peuvent trouver sur scottritter.com. Eh bien, scottritter.com est un guichet unique pour toutes les interviews que je fais, que ce soit en apparaissant dans des émissions comme la vôtre. Nous y mettrons un lien, mais j'ai aussi quelques podcasts comme The Russia House. J'en ai un autre appelé The Spot Rep, qui est en quelque sorte un programme hebdomadaire basé sur le renseignement. Et je faisais Trump Watch. J'ai un peu arrêté ça parce que je ne suis pas le plus grand. Je ne peux plus être objectif avec Donald Trump. Alors, je n'ai pas essayé. Mais vous savez, Ask the Inspector et autre chose, elles sont. Les articles que j'écris sont également publiés là-bas. Il n'y a pas de mur de paiement pour cela. Donc, c'est un abonnement gratuit au Substack. Mais encore une fois, laissez-moi préciser quelques points. Mon salaire, ce qu'il est basé sur les abonnements Substack. Donc, si vous vous abonnez, vous m'aidez à payer mon hypothèque, ma facture d'électricité et à nourrir Maverick. Et puis, les voyages que nous faisons sont financés par des dons. Il y a une différence entre salaire et dons. Les dons sont ce qui permet, par exemple, à Garland et moi de faire le voyage que nous prévoyons en mars. Nous n'allons pas encore dévoiler l'agenda parce que vous ne comptez pas vos poulets avant qu'ils ne soient éclos, mais c'est un agenda vraiment génial. Et mais cela ne se produit que grâce aux dons. Et encore une fois, parce que Garland et moi y allons en tant que journalistes indépendants, nous payons tout. La seconde partie du voyage est quelque chose de très intéressant. Normalement, les personnes avec lesquelles j'interagis auraient fourni beaucoup de soutien technique, les studios, les caméramens, les interprètes.
Et ils ont été choqués cette fois quand j'ai dit que je devais tout payer. Nous devons avoir une discussion très détaillée sur les exigences de soutien, tout, parce que cela va être controversé. Vous comprendrez quand vous le verrez. Et une façon de se tirer une balle dans le pied est de laisser les gens dire « Eh bien, tu as fait ça seulement parce qu'ils te possèdent. » Ils ont payé pour tout. Ils ont fait ceci et cela, donc vous êtes littéralement une extension de leur propagande. Non, nous éliminons cela en payant tout, mais nous avons besoin de dons pour cela. Nous en sommes. Pour que vous compreniez, nous partons le 20 mars. C'est quel jour aujourd'hui? Le 12 février. Nous en sommes juste en dessous de la barre des 50% en termes de besoin de financement. Je suis optimiste. Les gens ont été très généreux. Mais nous avons besoin de plus pour que cela se réalise. C'est comme ça. C'est ce qui est nécessaire. Garland et moi sommes allés là-bas et avons laissé les gens payer nos vols, payer nos hôtels et payer, vous savez. Faire une interview, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste s'asseoir. Garland, c'est cela. Tu l'as vu la dernière fois, Garland. Nous avons dû louer le studio. Garland a rencontré les techniciens. Nous, il y a toute une équipe à qui nous devons payer. On a rencontré les interprètes qui font la traduction simultanée. Vous savez, et puis il y a le montage vidéo, la production et tout ça. Tu l'as vu de première main. Normalement, Oui. Nous arrivons et nous. Eh bien, tu sais ça. Comme si tu fais une interview sur RT, tu arrives, tu es interviewé. Et tu n'es pas vraiment conscient de tout ce que RT fait pour que cette interview ait lieu. Et c'est bien si tu en fais une ou deux, mais quand tu vas produire quelque chose comme The Russia House, qui est mon podcast, ce n'est pas mon podcast si quelqu'un d'autre paye pour tout. Si quelqu'un d'autre le met en place et même fournit les personnes que j'interviewe. Nous choisissons les personnes que nous interviewons. Nous choisissons les sujets dont nous voulons parler. Nous concevons nos propres questions. Personne ne nous dit quoi demander. Et nous payons tout cela. Mais quand je dis que nous payons tout cela, c'est vous qui payez tout cela. C'est vous qui nous permettez d'être des journalistes indépendants. Donc, n'importe qui peut aller sur le bouton de don, le cliquer. Cela aidera à nous amener, Garland et moi, en Russie pendant 10 jours, en mars, pour faire des choses vraiment, vraiment, vraiment sympas. D'accord. Merci beaucoup, Scott. Tout le monde, allez voir le site de Scott Ritter. Si vous. Tout ce que vous avez à faire est d'aller sur scottritter.com. Et encore, tout le travail de Scott qu'il réalise est là, son travail qu'il continue. Nous avons de super, oui, je vais vous dire, les interviews de The Russia House. Si vous ne les avez pas vues, vous ne savez pas ce que vous ratez. Nous avons eu ce que j'ai appris était absolument incroyable. Nous avons eu un gars qui était responsable des affaires culturelles pendant l'Union soviétique, qui était responsable, par exemple, des films et de l'art et de montrer ces genres de choses. Et nous, incroyable. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez regarder ces vidéos et vous apprendrez des choses sur la Russie qui vous donneront une compréhension approfondie de la Russie, des choses que vous ne pourriez pas apprendre sans y aller, mais vous pouvez les apprendre sans y aller en regardant The Russia House et en commençant à regarder ces vidéos. Absolument incroyable. Allez-y. Je veux juste répondre à une question. Je crois que c'est une question légitime. Je lisais le chat. Oh non. Pas le redouté chat redouté. Quelqu'un a dit... Pouvez-vous recevoir des dons de Russes? Et la réponse est non. Et nous ne voulons pas non plus de dons de Russes. Cela serait notre arrêt de mort. Mais cependant, j'ai une chaîne YouTube en Russie. Maintenant, quand je dis que je l'ai, je ne l'ai pas. Elle n'est pas enregistrée à mon nom. Je ne peux pas. Je veux dire, je pourrais. Il y a beaucoup de gens qui font des choses en Russie. Garland. Qui? Oui, il ne devrait pas faire. Je ne sais pas s'il devrait le faire. Je sais juste que 40 agents du FBI sont passés par ma porte, m'accusant d'être un agent du gouvernement russe. Et donc, je me suis purifié. Rien. Mais là, j'ai une productrice en Russie et elle a mis en place la chaîne YouTube et il y a une possibilité de dons là-bas. Je ne recevrai pas un kopek ou un rouble de ces dons. Cela n'arrivera jamais, du moins pas, vous savez, et je ne veux jamais que cela arrive. Mais vous savez, elle a des dépenses associées à la production de ces trucs. Et vous savez, je ne peux pas la payer maintenant. Je veux dire, quand nous y allons, et Garland le sait, j'apporte une enveloppe d'argent. Mais il y a une limite à ce que je peux apporter. Nous avons des dépenses, et donc elle est littéralement. Elle fait tout un tas de travail gratuitement. Tout un tas de travail gratuitement. Et l'une des façons dont les gens pourraient aider est, si vous êtes russe, allez sur la chaîne YouTube et faites un don là-bas. Cela aide à payer. Je veux dire, je me sens coupable parce que, vous savez, pendant que je suis là, je peux lui donner de l'argent pour payer les interprètes et tout ça, mais je continue à faire vous savez, les interviews de The Russia House. Nous venons de faire un bloc de 2 heures la semaine dernière. Nous allons lundi ou mardi faire 2 heures de plus d'interviews de Russia House et vous savez, nous avons amélioré notre jeu. Vous savez, donc nous utilisons la traduction simultanée en ce moment, ce qui aide, vous savez. Oui,
avec le flux des choses, au lieu de, vous savez, parler, s'arrêter. La traduction anglaise, réponse, traduction russe, anglais. Maintenant, c'est je parle, l'autre personne parle, parce que nous faisons de la traduction simultanée. C'est cher. Elle paie de sa propre poche, d'accord? Elle paie de sa propre poche. J'espère pouvoir apporter assez d'argent pour la rembourser. Mais encore une fois, je suis limité par la loi sur la quantité d'argent que je peux apporter en Russie. Et quand nous arrivons là-bas, vous savez, nous devons payer nos hôtels. Les hôtels russes ne sont pas chers. Nous ne restons pas dans les 5 étoiles. Et Garland se dit, j'aurais dû traîner avec les autres gars. Nous ne restons pas dans les hôtels 5 étoiles. Mais quand même, en 10 jours, disons que la chambre d'hôtel coûte $200 par jour. Cela fait $2000 par personne. Cela fait $4000, n'est-ce pas? Juste pour les hôtels là-bas. Vous savez, alors si nous voulons voler vers une autre ville, ce que nous allons faire, c'est de l'argent que je dois payer pour les hôtels là-bas. Donc l'argent que j'apporte qui, en théorie, pourrait être utilisé pour la compenser, pouf, c'est parti, juste pour les dépenses. Alors oui, si vous êtes russe et que vous voulez aider, allez sur la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton de donation et aidez à financer la partie russe de la production de The Russia House. Ce n'est pas mon revenu. Ce n'est pas. Vous savez, je ne vais pas voir, ce ne sera pas utilisé pour me compenser de quoi que ce soit, mais cela servira à compenser un citoyen russe qui fait un travail de production et à payer des Russes pour fournir un soutien de traduction pour The Russia House, et cela aidera à compenser ses dépenses. Donc, c'est ainsi que vous pourriez aider si vous êtes un Russe en Russie regardant cela. Excellent. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Nous apprécions certainement que Scott prenne son temps précieux pour être avec nous. La chose la plus importante que vous puissiez faire est de partager cela sur toutes vos plateformes de médias sociaux. Assurez-vous de le partager partout. Et lorsque vous le partagez, si vous le pouvez, mettez un petit post-it demandant aux gens de faire un don. Merci beaucoup. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on